retrouve devant la plus belle gare de France à Metz. Donc on va se retrouver pour faire une interview avec Madame Nathalie Griesbeck et je vous laisse découvrir la suite. Donc bonjour Madame Nathalie Griesbeck, vous êtes eurodéputée et vice-présidente du MoDem. Merci d'avoir accepté ma demande d'interview. Donc pour commencer, est-ce que vous pourrez vous présenter? D'abord, merci à vous deux, Quentin et Gauthier, d'aller sur le terrain à la rencontre des élus. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions sur l'Europe, sur un parcours de quelqu'un qui est engagé au service des autres. C'est une excellente idée. Merci de votre venue jusqu'à mon bureau de la rue de la Paix, même si la circonscription sur laquelle j'ai l'honneur de représenter des Français en Europe est une circonscription qui est composée de 18 départements actuellement, et surtout, comme le disait le philosophe, il n'est de richesse que d'hommes. C'est surtout aussi de 8,5 millions de citoyens, enfants et grands et adultes. Donc, merci de votre démarche. Je m'appelle donc Nathalie Griesbeck. Je suis professionnellement, je suis universitaire, je suis maître de conférences en droit public à l'Université de Lorraine, mais je suis en disponibilité depuis plusieurs années, puisqu'après un parcours d'élu local, de terrain, tout d'abord d'élu de ma ville, donc chargé de la culture, puis des affaires scolaires, puis des affaires sociales, puis premier adjoint au maire chargé du développement économique, des finances, du personnel, du technopôle. J'ai donc évolué dans les responsabilités d'élu local, et j'ai aussi très longtemps été conseiller, à l'époque ça s'appelait conseiller général, c'est-à-dire sur un canton. J'étais élu au suffrage universel direct, bien sûr, et au scrutin majoritaire, uninominal. C'est un peu technique, mais c'est un scrutin où vous êtes tout seul. Voilà. Et donc je me suis engagée dans l'action européenne depuis plusieurs années. J'ai été élue sur cette circonscription qui fait 18 départements. Les 18 départements sont inclus dans les deux nouvelles régions que sont Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire les 4 départements de Franche-Comté, les 4 départements de Bourgogne, et je suis en lien constant avec des tas de gens. Encore tout à l'heure, j'avais une discussion sur les fonds structurels sur la ville d'Auxerre dans l'Yonne. Vous voyez où c'est à 4 ou 5 heures de route d'ici. Et puis aussi les départements de l'autre nouvelle région qui s'appelle Grand Est, qui est composée de Champagne-Ardenne, de l'Alsace et de la Lorraine. Des 4 départements de Champagne-Ardenne, des 4 départements de Lorraine et des 2 départements qui constituent dans l'évolution actuelle une seule collectivité depuis quelques heures, des 2 anciens départements de l'Alsace. Voilà, donc je suis membre de j'ai d'abord été membre de la commission des budgets au Parlement européen, qui n'est pas très médiatisée, mais qui est stratégique, parce que le budget, c'est le nerf de la guerre dans toutes les actions. Puis j'ai décidé, comme juriste, d'entrer dans la commission des affaires intérieures, de la justice et des libertés, où je suis aujourd'hui le coordinateur pour mon groupe parlementaire, c'est-à-dire celui qui distribue les travaux, celui qui attribue les rapports, celui qui lisse les positions du groupe parlementaire sur chacun des dossiers qui sont traités dans cette commission. Donc ça correspond dans le langage courant à ce qu'on appelle un whip, c'est-à-dire celui qui est le pivot en fait des travaux parlementaires de son groupe. Et puis depuis plus d'1 an et demi, j'ai été élue présidente de la commission de lutte contre le terrorisme pour toute l'Europe. Voilà, donc par ailleurs, je suis lorraine, même si j'habite beaucoup dans ma voiture ou dans les trains. Je circule beaucoup, et donc mon temps est partagé entre mes travaux parlementaires à Bruxelles, mes travaux parlementaires de fin et de finalisation des textes à Strasbourg, 1 semaine par mois, et le reste du temps ici où je reçois tous ceux qui souhaitent s'entretenir avec moi. Ça peut être des problèmes européens, mais ça peut être des problèmes de voisinage. Comme j'ai longtemps été élu local, l'éventail est assez ouvert, et j'estime que c'est mon rôle d'entendre chaque citoyen et d'essayer d'apporter
l'accompagnement qu'il m'est possible de construire auprès de chaque personne, auprès de chaque groupe de personnes, auprès des entreprises. Et donc, je suis beaucoup aussi dans les différents départements. D'accord. Donc, à l'approche des nouvelles élections européennes, est-ce que vous comptez vous présenter? Alors, moi je suis profondément européenne, pas du tout une européenne béate. Hein. Je sais que l'Europe a des défis à surmonter, mais comme européenne convaincue, je sais depuis longtemps déjà, même quand j'avais votre âge, qu'il y a un certain nombre de défis qui ne peuvent être relevés qu'à plusieurs. Le changement climatique, par exemple, quand on sait que la France, c'est 1% de la population du monde, c'est d'ailleurs pas celle qui produit le plus de gaz à effet de serre, mais elle en produit, eh bien on comprend bien que pour répondre à ce défi, il faut qu'on soit plusieurs, et l'échelle européenne n'est pas une très grande échelle, mais en tout cas c'est déjà une échelle un peu plus grande qu'1% de la population du monde pour répondre à ce défi. Quand j'avais votre âge aussi, j'ai assez vite pris conscience du défi énergétique. Vous savez, par exemple, surtout quand moi j'avais votre âge, la menace Est-Ouest existait encore très fortement. Aujourd'hui, elle est multiforme, la menace, elle n'est pas seulement Est-Ouest, elle est beaucoup plus multipolaire. Hein, mais à l'époque où j'avais votre âge, la dépendance énergétique était déjà une question. Par exemple, quand les Russes, à l'époque c'était les Soviétiques, décidaient éventuellement de couper l'approvisionnement en gaz, ou bien comme il y a quelque temps de couper les ressources en gaz qui passaient par l'Ukraine, eh bien assez vite on comprend, on regarde quelles sont nos productions énergétiques, quand on s'aperçoit qu'elles sont dans le sommet, on comprend qu'on est dépendant d'autres grands empires continents. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, là aussi au plan européen. Là, les problèmes de migration, qui ne sont pas des problèmes qui viennent de naître, hein, ça fait des décennies que ça existe, mais ce sont des problèmes qui ne vont pas s'éteindre du jour au lendemain, qui vont continuer de poser aux Européens des questions sur la façon dont on envisage le droit d'asile, parce que c'est pas terminé, pas seulement parce que les guerres ou les violences ne sont pas terminées, mais aussi parce que le changement climatique fait qu'il va y avoir un exode climatique, c'est-à-dire des gens qui, en raison de la montée de la température, ne pourront plus vivre sur certaines terres, sur d'autres continents, et auront envie de partir. Là aussi, la réponse ne peut être qu'européenne. Et puis, donc, je vous ai dit, je m'occupe beaucoup de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. Là aussi, tous les attentats terroristes qui ont été menés ces dernières années sur le territoire européen démontrent, s'il en était besoin, que la réponse ne peut pas être nationale, qu'elle est nécessairement européenne, puisque donc les terroristes franchissent sans difficulté la trace des frontières et s'organisent à la fois territorialement entre États membres, entre citoyens de différents États membres, mais aussi en utilisant les réseaux immatériels d'une manière très forte, ce qui prouve là aussi, qui démontre que seuls nous ne pouvons rien, en étant unis, on peut être beaucoup plus efficace et beaucoup plus fort. Donc ça c'est un petit panel de sujets, mais il y en aurait une multitude d'autres qui montrent que la dimension européenne, sans être béate, qui nécessite sans doute d'être consolidée, repensée, est la dimension idoine pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Donc actuellement, sachant que la France est plutôt en période de crise, est-ce que vous pensez que la France a un rôle majeur en Europe, ou est-ce que son rôle du coup se dégrade petit à petit? Moi je suis convaincue que la France a un rôle majeur à jouer, ne serait-ce que, pas seulement parce qu'elle est un des pays fondateurs, ce qu'elle est quand même, de l'Union, mais aussi parce que c'est un des grands pays. Hein, la France, c'est 66 millions d'habitants. Quand on regarde le Luxembourg, qui, au cœur du Conseil, la représentation des États, a voix au chapitre comme la France, mais qui n'est qu'un pays de 500 000 habitants, c'est-à-dire 1,5 million, on voit bien que nous, on a des choses à dire, mais peut-être pour bien répondre à la question que vous posez, qui a des éléments sous-jacents, je crois que la France a des cartes à jouer en Europe,
de manière très importante, mais qu'elle ne doit jamais être arrogante. Elle doit chercher à trouver des alliés et non pas à prendre le lead, mais à avoir de l'influence. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire comme députée européenne, française, européenne. Donc, à part la France, pour vous, quel va être l'avenir de l'Europe? L'Europe est un peu à la croisée des chemins, soit elle est investie par des forces nationalistes qui, même si elles ne le disent pas comme je vais le dire, cherchent à détruire l'Europe de l'intérieur, c'est-à-dire ne croient pas à l'Europe, veulent remonter des murs ou des frontières entre les États membres, alors même que on vit, qu'on le veuille ou non, dans une économie qui est mondialisée, et qu'il vaut mieux qu'on soit 1,5 milliard de citoyens assez bien musclés ensemble, avec notre diversité, c'est une richesse, mais qu'on soit musclés pour permettre aux citoyens européens d'avoir de la force dans l'économie qui est mondialisée. Donc l'Europe ne va pas disparaître, mais si elle est totalement investie par des forces nationalistes, elle va être stérile et elle ne produira pas grand-chose pour votre génération et celle de vos enfants, voire de vos petits-enfants. Elle restera, mais elle sera vidée de sa substance. Donc moi je me bats pour qu'on continue de préserver cette fragilité de la démocratie. J'entendais hier un homme qui est un ami très remarquable, qui s'appelle Jean-Louis Bourlange. Vous irez peut-être retrouver sur les réseaux ce qu'il dit, qui est un Européen mais très réaliste, et qui disait, à 2 ou 3 reprises, il disait « nous sommes tout seuls ». Nous sommes tout seuls. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous sommes tout seuls parce que jusque-là, on avait des alliés américains. Et même si vous êtes très jeune, vous voyez quand même bien ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, où Trump, il a le droit de le dire, dit America First et rien pour le reste du monde, et où il est prêt à abandonner en fait les alliés que nous sommes pour se concentrer sur la force à donner aux États-Unis en oubliant qu'on est dans un monde totalement interdépendant. Et donc quand Bourlange dit « nous sommes seuls », nous sommes un continent, une démocratie européenne seule, c'est très juste. Et en même temps, ça doit être comme un signal qui dit « attention, si vous êtes sur la planète juste un petit îlot de démocrates, c'est très fragile, donc il faut le préserver. » Je vous lance en fait une réflexion, c'est important pour vous, c'est plus important pour vous encore que pour moi, ce que je dis là. Parce que ça s'inscrit dans le temps, cette solitude. En Chine, vous savez, je suppose, peut-être êtes-vous déjà allé, mais si vous n'y êtes pas allé, vous avez une culture. Chaque citoyen est totalement surveillé, ses mails sont surveillés, sa liberté est entravée, ses droits de citoyen tels que ceux qui sont les nôtres dans les démocraties ne sont pas des droits réels. En revanche, ils sont très forts économiquement, ils avancent économiquement. Maintenant qu'aux États-Unis, de l'autre côté, ça commence, c'est encore des démocraties, mais ils ne sont plus nos alliés, nous sommes seuls, en effet, nous les Européens. Donc il faut qu'on se réveille. Par rapport, pour sortir de l'Europe un peu, par rapport à l'actualité en France. On ne veut pas sortir de l'Europe. Non, pas sortir de l'Europe. Je vous taquine. Par rapport à ce qui se passe actuellement en France, pour prendre un exemple, les gilets jaunes, etc. Que pensez-vous, en plus des gilets jaunes, des personnalités politiques qui sont en France, je vais citer comme par exemple M. Mélenchon ou Mme Le Pen, qui vont essayer de s'approprier le mouvement pour du coup se trouver peut-être des électeurs ou des choses. Les gilets jaunes, c'est un mouvement qui est, je dirais, en route depuis longtemps. C'est un mouvement, quand le candidat Chirac a parlé pendant les élections présidentielles, il y a longtemps, de fracture sociale, au fond, il dessinait les gilets jaunes. Et puis rien n'a été fait pour apporter des réponses aux gens qui sont dans les difficultés. Moi j'en connais beaucoup, j'en reçois beaucoup ici, des gens qui tout en travaillant, au bout du mois, ont presque plus rien. Et qui ont presque d'ailleurs, parfois, l'équivalent ou même moins que quelqu'un qui est protégé, qui est accompagné par les impôts des autres
lorsqu'il est au chômage, et qui a des conditions de vie, mais qui a presque autant que quelqu'un qui travaille. Donc je pense que le modèle social, qui est celui de notre pays, il doit être retravaillé, et les Gilets jaunes ont été comme une sorte d'appel à cela. Après, la dérive, pour certains Gilets jaunes, c'est-à-dire les gens, ils endossent un gilet jaune, puis ils cassent les choses, ils tapent sur les policiers, ils cassent les investissements qui sont payés avec les impôts de vos parents et par mois. Ça, c'est inadmissible. Aucune cause ne mérite ou ne dédouane la violence. Aucune. Donc vous voyez, c'est deux choses qu'il faut expliquer. Il y a des gens très sincères et il y a des gens qui se moquent du monde et qui cassent tout. Donc il faut entendre l'appel des gens sincères et modifier. Après, les personnalités que vous avez citées, bon, ça n'est pas du tout ma tasse de thé, parce que moi je pense que la noblesse de l'engagement d'un élu, c'est justement avant tout de respecter le peuple et pas de le manipuler, pas de l'instrumentaliser, pas de lui faire croire des choses qui sont inexactes, pas de forcer le trait et de proférer des choses qui sont inexactes pour faire peur, côté extrême droite, ou pour ébranler la démocratie de l'autre côté. C'est mon point de vue personnel. Hein. Mais justement, votre interview et votre volonté de donner un éclairage, vous prendrez peut-être d'autres exemples que le mien, c'est une bonne démarche, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur les réseaux, vous avez plein de nouvelles qui sont souvent des nouvelles fausses. Donc le fait de bien essayer d'aller au fond des choses et de permettre à chacun de se forger une opinion, c'est très très bien. Bravo. Je vous remercie. Donc j'ai une question, vous qui vient de quelqu'un de la communauté, que pensez-vous du fait de développer le fret pour alléger le transport routier qui est partout en France, en Europe? C'est une idée absolument essentielle. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure sur les défis, le changement climatique. On ne peut pas juste sauter comme des cabris en disant attention, il faut faire attention, il y a des problèmes environnementaux. Il faut encore voir comment on peut agir. Alors sur le transport, on peut agir. Sur les énergies renouvelables, on peut agir. Sur donc les comportements, on peut agir. Au Parlement européen, par exemple, on trouve des majorités pour travailler, pour essayer de nettoyer. Vous savez peut-être qu'au cœur de l'océan Atlantique, il y a la taille d'une mer intérieure avec des déchets plastiques. La taille d'une mer, je ne sais pas si vous voyez, une grande mer, avec une grosse épaisseur de saloperies qui sont là depuis des années. Donc, sur le transport durable et donc sur le ferroutage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il existe déjà des lignes. La ligne Bétambourg-Perpignan, qui est sursaturée, sur laquelle donc on met sur le rail des poids lourds, et qui sont autant de poids lourds enlevés des systèmes routiers. Et là, l'Europe participe du financement de ce type de transport qui améliore le climat et la lutte pour préserver le climat. Mais l'Europe, elle participe à chaque fois qu'il y a des acteurs qui mettent. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est la France, au cœur de l'Europe. Vous allez dire commencer par là. Que fait la France, comment elle est, comment elle se comporte. L'Europe, c'est nous. L'Europe, les Français sont au cœur du Parlement, les Français sont au cœur du Conseil, et ils sont dans la Commission. Ils sont dans la Cour de justice aussi. Mais après, vous avez les États et les projets par État. Donc, il faut qu'il y ait des projets, et éventuellement des projets transfrontaliers. Tout ce qui est transport, ça peut être transfrontalier. Le Bétambourg-Perpignan, c'est transfrontalier. Bétambourg, c'est au Luxembourg. On met les camions sur le fer et ils descendent jusqu'à Perpignan. Et ils évitent de nous polluer la France en la traversant. Mais l'Europe, elle va participer à des financements qui sont sur des projets qui viennent du terrain. Elle ne met pas, tiens, je pourrais mettre de l'argent là-dessus. Il faut qu'il y ait un acteur, un cofinancement, une co-construction
une coparticipation. Vous voyez ? Donc, je vais vous poser une dernière question par rapport plutôt, est-ce que vous aurez un conseil aux jeunes qui souhaiteraient se lancer dans la politique? Qui viennent, c'est extrêmement important parce que, surtout pour les élections européennes, il faut faire un mélange, il ne faut pas faire que du jeunisme ou pas que du seniorisme. Je ne sais pas si le mot existe, mais vous voyez ce que ça veut dire, que des vieux ou que des jeunes. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait l'audace, la créativité, l'imagination des jeunes, alliée à l'expérience, au caractère peut-être un peu plus plan-plan, peut-être des seniors, mais qui donc ont une bonne connaissance. Je pense que c'est très important de s'investir. À la fois de s'intéresser à l'élection, d'essayer de comprendre, de débrouiller la réalité du fatras de mensonges dans lequel on est de plus en plus. Moi, je vérifie toutes les infos qu'on me donne maintenant, ce que je faisais absolument pas avant. Et je vous invite à faire de même. Même sur des plateaux de télé. J'entendais hier soir des journalistes proférer des énormités, et personne ne les conteste. Ils disent des âneries, mais c'est pas grave, personne ne conteste. Et donc, ça d'abord parce que c'est cet alliage qui est bien, c'est ça la démocratie, mais aussi parce que cette Europe, c'est la vôtre, c'est vraiment la vôtre, et que c'est un équilibre, c'est pas quelque chose d'intemporel, la démocratie ou la paix. C'est pas pour l'éternité des éternités. Donc ça veut dire ça doit tout le temps être travaillé, j'allais dire câliné, c'est un peu un terme de fille, mais bichonné, c'est fragile, c'est fragile. Et que pour vous, la jeunesse, c'est fondamental que vous viviez dans un espace de paix et de modernité, avec tous les dossiers, par exemple, je suppose que vous vous intéressez, surtout avec vos formations, sciences techniques, management, gestion, au lycée de Pont-à-Mousson, à tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, qui permet de faire des progrès fantastiques, par exemple en médecine, dans les technologies industrielles, etc. Et qui a un volet qui peut être dangereux, avec la cybercriminalité, les cyberattaques, qui passent par des passerelles entre toutes ces technologies absolument géniales, mais il y a toujours un avers et un revers de la médaille. Donc il faut toujours que la patte humaine reste la maîtresse de ça. Et d'ailleurs, puisque ça va être ma conclusion, moi la première fois que j'ai entendu Cédric Villani, c'est le mathématicien qui a eu la médaille Fields, un type génial, il avait fait une conférence au Prémontré à Pont-à-Mousson, à côté de votre lycée. C'était notre lycée. Et alors, il était arrivé, il y avait un monde fou, plein de jeunes de votre âge. Il a commencé par enlever ses chaussures, puis il a fait sa conférence en chaussettes, et il était fabuleux, extraordinaire. Donc c'est à Pont-à-Mousson que j'ai, il y a déjà longtemps, très bien capté les atouts, la richesse et les risques de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est les défis de demain. C'est plus les vôtres que les miens. Hein. Pas de soucis, c'est bien. Quentin a dit pas de soucis. Merci d'avoir accepté du coup ma demande d'interview et je vous remercie pour cet entretien. Merci, c'est moi qui vous félicite. Quentin Gauthier, ça aurait été bien que ce soit une fille et un garçon, mais enfin bon... La parité, il faut la respecter. Elle n'est pas respectée là, les bah propos. non, là elle n'est pas respectée. Mais c'est pas grave, je vous pardonne. Bon bah merci. Puis je vous dis bonne chance. Merci, et puis à vous de même pour peut-être la prochaine élection. On verra, oui. Merci.